Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce 5e chapitre, nous allons voir un certain nombre de paramètres importants qui seront à prendre en compte dans le chapitre suivant lorsqu'on s'intéressera de plus près à la réactivité des composés organiques. En particulier, dans ce chapitre, nous introduirons les notions de contrôle cinétique et thermodynamique. Nous reviendrons rapidement sur les effets électroniques intramoléculaires que vous avez vus en détail dans le cours de chimie générale. Nous reverrons les propriétés des solvants et j'introduirai ensuite les notions d'électrophilie et de nucléophilie avant de vous donner un aperçu général des différentes réactions organiques. Pour pouvoir vous exposer les notions de contrôle cinétique et thermodynamique, nous allons revenir très rapidement sur quelques connaissances de thermodynamique et de cinétique. Une réaction totale caractérise une réaction dans laquelle le réactif minoritaire, également appelé réactif limitant, est totalement consommé en fin de réaction. Elle s'écrit donc A plus B donne C plus D. Une réaction est équilibrée si en fin de réaction, le réactif minoritaire n'est pas totalement consommé. Ces réactions sont du type A plus B donne C plus D, avec une double flèche entre les réactifs et les produits. En fin de réaction, les 4 espèces A, B, C et D coexistent. Dans le cas d'une réaction équilibrée, on définit une constante d'équilibre notée K. Cette constante d'équilibre, vous l'avez déjà vu auparavant, correspond au produit des activités des produits de la réaction élevés à leur coefficient stoichiométrique divisé par le produit des activités des réactifs élevés à leur coefficient stoichiométrique. Ici, tous les coefficients stoichiométriques valent 1. De plus, en chimie organique, les réactifs sont généralement miscibles aux produits, donc les activités sont assimilables aux fractions molaires. Finalement, K égale XC fois XD sur XA fois XB. La loi de Le Chatelier, qui concerne les déplacements de l'équilibre, précise qu'une modification de l'une des variables intensives définissant l'état d'équilibre d'un système provoque une évolution du système qui, si elle se produisait seule, tendrait à s'opposer à cette modification. En pratique, cette réaction d'estérification est équilibrée, ce qui implique qu'on ne peut pas consommer un des réactifs totalement pour former le maximum d'esters. Pour optimiser le rendement de cette réaction, il va donc falloir jouer sur les conditions expérimentales. Si on regarde l'expression de la constante d'équilibre, on peut jouer sur le nominateur et diminuer artificiellement un de ces deux termes, X ester ou XO. Si on fait en sorte de diminuer un des deux termes, K étant une constante, alors le système doit évoluer de telle sorte à faire diminuer le dénominateur, c'est-à-dire que le système évolue en consommant les réactifs. Ceci correspond bien à la loi de Le Chatelier énoncée précédemment, à savoir que le système évolue de façon à s'opposer à la modification imposée. On peut envisager 2 possibilités pour diminuer artificiellement le nominateur. On peut par exemple éliminer l'ester formé par distillation et le récupérer dans un Erlenmeyer. Vous pouvez voir ceci sur le montage de votre droite. Mais on peut également éliminer l'eau, non pas par un procédé physique comme dans le cas de la distillation, mais par un procédé par exemple chimique, c'est-à-dire ici par protonation. Dans ces 2 cas, vous pouvez analyser ce phénomène d'une autre façon. Si vous éliminez un des produits du milieu réactionnel, alors la réaction inverse, c'est-à-dire la réaction d'hydrolyse de l'ester, n'est plus possible. La réaction ne peut donc évoluer que dans le sens de la consommation des réactifs. Pour revenir à notre premier raisonnement, afin d'augmenter le rendement de la réaction, on peut également augmenter artificiellement un des 2 termes du dénominateur. K étant une constante, si le dénominateur augmente, alors le numérateur doit lui aussi augmenter,
donc le système évolue vers la synthèse d'une quantité d'ester plus importante. Expérimentalement, pour déplacer un équilibre vers les produits attendus, on met un des réactifs en excès. Généralement, on choisit le réactif qui est le moins cher ou qui est le plus accessible. Nous allons maintenant nous intéresser aux aspects cinétiques d'une réaction chimique et en particulier au profil énergétique réactionnel. Les équations bilan du type réactif donne produit correspondent au bilan macroscopique d'une réaction. En réalité, au niveau microscopique, une réaction chimique se décompose en une succession d'actes élémentaires qui font apparaître des intermédiaires réactionnels, c'est-à-dire des espèces parfois isolables mais très réactives et qui ne figurent pas dans l'équation bilan. Pour débuter cette partie avec des notions simples, nous allons prendre le cas d'une réaction chimique en un seul acte élémentaire. Le graphique donné ici correspond au profil énergétique de la réaction, c'est-à-dire à l'énergie du système en fonction des coordonnées de réaction notées CR. Ces coordonnées de réaction prennent en compte les différents paramètres qui varient au cours de la transformation, comme par exemple la longueur des liaisons qui se brisent ou se forment, la distance entre les centres réactifs ou encore les angles de liaison. Le système est au départ noté EI pour état initial et sera noté EF en fin de réaction pour état final. L'état initial correspond donc à l'énergie des réactifs et l'état final à l'énergie des produits. Pour passer de l'état initial à l'état final, il faut fournir de l'énergie au système, une quantité d'énergie qui doit être équivalente à l'énergie d'activation notée EA. Au maximum d'énergie, le système passe par un état appelé état de transition ou complexe activé, qu'on ne peut isoler et qui, le plus souvent, n'est pas détectable. À ce niveau, le système possède une structure instable par rapport aux réactifs et aux produits. Dans le cas présenté ici, l'état final est plus stable que l'état initial et l'énergie de la réaction est signalée par une flèche verte. Le cas où une réaction se déroule en un seul acte élémentaire est assez rare. Nous allons donc compliquer le raisonnement et passer au cas où une réaction se déroule en deux actes élémentaires. L'équation bilan de la réaction est toujours la même. Les réactifs donnent les produits, cependant cette réaction complexe, constituée par deux processus élémentaires, peut s'écrire réactif donne intermédiaire réactionnel, puis intermédiaire réactionnel donne produit. L'intermédiaire réactionnel noté IR, apparaissant au cours de la réaction, est une espèce cette fois-ci détectable et parfois isolable. Finalement, à partir de l'état initial, le système passe tout d'abord par un premier état de transition, puis par un minimum relatif d'énergie qui correspond à l'intermédiaire réactionnel. Dans le deuxième acte élémentaire, l'intermédiaire réactionnel auquel on fournit de l'énergie passe par un deuxième état de transition avant de fournir le produit ou les produits attendus. Dans un processus complexe, l'étape cinétiquement limitante est l'étape qui détermine la vitesse de la réaction. C'est donc l'acte élémentaire qui est le plus difficile à réaliser et qui demande une énergie d'activation élevée. Pour accélérer une réaction, on peut jouer sur les conditions expérimentales de telle sorte que l'étape lente soit accélérée. On peut par exemple utiliser un catalyseur. Lors de l'ajout d'un catalyseur, on passe du profil énergétique bleu à un profil énergétique représenté en vert. L'énergie d'activation du premier acte élémentaire est largement diminuée, comparée la flèche orange à la flèche rouge, et l'espèce formée au niveau du minimum relatif d'énergie correspond ici à un intermédiaire réactionnel formé entre le catalyseur et le réactif. Notez bien qu'un catalyseur ne change pas le bilan d'une réaction, il accélère seulement la réaction. Il intervient donc au niveau de la cinétique de la réaction
et non au niveau de l'équation bilan. Maintenant que nous avons revu quelques points de thermodynamique et de cinétique, nous allons pouvoir aborder le problème du contrôle thermodynamique et du contrôle cinétique. On s'intéresse au cas où deux actes élémentaires sont en compétition. A peut être en équilibre avec B selon la réaction 1 et A peut également être en équilibre avec C selon la réaction 2. Une réaction est sous contrôle thermodynamique lorsque le produit dominant à l'équilibre est le produit le plus stable. Le fait que l'on se situe à l'équilibre présuppose que l'on ait attendu un temps très long pour que cet équilibre soit établi. Une réaction est dite sous contrôle cinétique lorsque le produit dominant à un instant T est celui qui se forme le plus rapidement, autrement dit, celui qui nécessite l'énergie d'activation la plus faible pour se former. Ce premier graphique présente une situation possible de profil énergétique pour passer de A à C, courbe bleue, et pour passer de A à B, la courbe rouge. Le produit thermodynamique est le produit le plus stable parmi les différents produits qui peuvent être formés. Ici, il s'agit donc du produit B. Le produit cinétique est le produit qui nécessite le minimum d'énergie pour être formé. Ici, il s'agit également du produit B, puisque l'énergie d'activation EA1 est inférieure à l'énergie d'activation EA2. Voici un autre cas de figure. Dans ce nouveau graphique, le produit thermodynamique est toujours le produit B, puisque c'est le produit le plus stable. Par contre, cette fois-ci, le produit cinétique est le produit C, qui nécessite une énergie d'activation plus faible dans la formation de l'état de transition correspondant. Expérimentalement, il est possible de faire varier différents paramètres pour orienter la réaction vers le produit désiré. Par exemple, pour favoriser l'obtention du produit thermodynamique dans le cas d'une compétition, on peut travailler à température élevée ou attendre un temps long avant de stopper une réaction. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'on souhaite cette fois-ci favoriser la formation du produit cinétique, on travaillera à température basse. La réaction sera stoppée plus rapidement. On pourra également utiliser un catalyseur sélectif qui permettra d'abaisser encore plus l'énergie d'activation de la réaction, et donc de différencier de manière encore plus importante les énergies d'activation EA1 et EA2 présentées sur les graphiques de la diapositive précédente. Le solvant peut également avoir un rôle dans la différenciation contrôle cinétique, contrôle thermodynamique. Un deuxième paramètre important en termes de réactivité concerne les effets électroniques intramoléculaires. Les effets inductifs et mésomères sont en effet à la base de la réactivité des composés organiques. Les effets inductifs résultent de la déformation d'un nuage électronique, sigma ou pi, sous l'effet d'une différence d'électronégativité. Il s'agit donc d'un phénomène électrostatique. Le sens de cet effet inductif est apprécié par rapport à la polarisation produite par l'atome d'hydrogène sur la liaison covalente. Les atomes ou groupements attracteurs, c'est-à-dire plus attracteurs que l'hydrogène, exercent donc un effet moins I. Les atomes ou groupements donneurs, c'est-à-dire cette fois-ci moins attracteurs que l'hydrogène, exercent donc un effet plus I. Il faut savoir que l'effet inductif se propage le long d'une chaîne carbonée, mais qu'il s'affaiblit rapidement. Finalement, la propagation s'étend à 2-3 carbones maximum de la source de l'effet, sauf si une liaison pi assure une sorte de relais de transmission. Dans le premier exemple, l'effet inductif attracteur du chlore est très important sur la liaison carbone-chlore, toujours non négligeable sur la liaison suivante carbone-carbone, mais ensuite il reste faible.
Dans le deuxième cas, puisqu'il existe une liaison pi dans le système, l'effet inductif du chlore se prolonge jusqu'à l'autre extrémité de la molécule présentée ici. Ceci résulte du fait que les électrons pi sont plus polarisables que les électrons sigma. Concernant les caractéristiques des effets inductifs, vous savez qu'ils se cumulent, mais également qu'ils sont beaucoup plus importants sur les espèces chargées que sur les espèces neutres. Ainsi, dans le cas où un carbone chargé positivement est lié à un atome ayant un effet inductif donneur, la charge positive sera partiellement compensée. A aura donc un effet stabilisant. Si cette fois-ci, le carbone chargé positivement est lié à un élément ayant un effet inductif attracteur, alors la charge positive sera déstabilisée. Un dernier exemple, si le carbone maintenant chargé négativement est lié à un élément présentant un effet inductif attracteur, alors la charge présente sur ce carbone sera stabilisée. Afin d'évaluer l'importance des effets inductifs au sein d'une molécule, nous allons voir quelques exemples. Dans ce premier exemple, on cherche à comparer la polarisation des liaisons carbone-carbone du 2-méthylpentane, du 1-fluoro-4-méthylpentane et du 1,1-difluoro-4-méthylpentane. Le 2-méthylpentane ne comporte que des liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène, qui ne sont donc pas polarisées. La structure détaillée de cette molécule met donc en évidence que les électrons des liaisons carbone-carbone ou carbone-hydrogène sont centrés par rapport aux deux éléments de même électronégativité. Considérons maintenant le 1-fluoro-4-méthylpentane. Le fluor est l'élément le plus électronégatif de la classification périodique. Il exerce donc un effet inductif attracteur. Les électrons de la liaison carbone-fluor sont déplacés vers le fluor. La liaison est donc polarisée et s'ensuit l'apparition de charges partielles négatives sur le fluor et positives sur le carbone. Pour compenser cette charge positive, le carbone va attirer vers lui les électrons de la liaison carbone-carbone. Cette liaison est donc elle aussi polarisée et une nouvelle charge partielle apparaît sur le deuxième carbone. L'effet inductif du fluor se propage encore sur la liaison carbone-carbone suivante avec apparition d'une charge partielle Δ3+ sur ce carbone. Cependant, cette charge Δ3 est plus faible que Δ2, qui est elle aussi plus faible que la charge partielle Δ1+. Considérons maintenant le 1,1-difluoro-4-méthylpentane. Les effets inductifs étant additifs, il apparaît sur le carbone portant les deux fluors une charge Δ'1 qui est supérieure à la charge Δ1. Les électrons de la liaison carbone-carbone sont donc encore plus attirés vers le carbone chargé Δ'1+, et une charge partielle Δ'2+ supérieure à la charge Δ2+ apparaît sur le carbone suivant. De même, la propagation des effets inductifs ont pour conséquence l'apparition d'une charge Δ'3+ sur le carbone suivant, charge supérieure à la charge Δ3+ de l'exemple précédent. Dans ce deuxième exemple, nous allons comparer la polarisation des liaisons OH de l'acide acétique ou acide éthanoïque et de l'acide chloroéthanoïque. La liaison oxygène-hydrogène de l'acide éthanoïque est polarisée du fait de la différence d'électronégativité entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène. L'oxygène étant plus électronégatif, il porte une charge partielle Δ1- et l'hydrogène porte donc une charge Δ1+. D'autres liaisons sont polarisées dans cette molécule, mais étant donné l'objectif recherché, à savoir la comparaison de la polarisation des liaisons OH de l'acide acétique et de l'acide chloroéthanoïque,
nous n'allons considérer que cette liaison et les différences existant entre les deux molécules, c'est-à-dire les effets du chlore sur la polarisation de la liaison OH. La liaison oxygène-hydrogène de l'acide chloroéthanoïque est elle aussi polarisée due à la différence d'électronégativité entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Le chlore a un effet inductif attracteur qui se propage le long de la chaîne carbonée. Ainsi, les électrons de la liaison chlore-carbone sont attirés vers le chlore. Par conséquent, les électrons des liaisons carbone-carbone, carbone-oxygène et enfin oxygène-hydrogène sont eux aussi déplacés vers la gauche. Il résulte de la présence du chlore que l'hydrogène est encore plus appauvri en électrons. La charge Δ2+ est supérieure à la charge Δ1+ du proton acide de l'acide éthanoïque. Finalement, la liaison oxygène-hydrogène est plus polarisée dans l'acide chloroéthanoïque que dans l'acide éthanoïque. En conclusion, on peut dire que l'effet inductif attracteur du chlore explique l'augmentation de la polarisation de la liaison oxygène-hydrogène par rapport à celle prévue par la différence d'électronégativité. Δ2 est bien supérieur à Δ1. Voici un dernier exemple sur les effets inductifs. Ici, il vous est demandé de comparer la polarisation des liaisons oxygène-hydrogène de l'acide formique ou acide méthanoïque et de l'acide acétique. La liaison oxygène-hydrogène de l'acide méthanoïque est polarisée avec une charge partielle moins sur l'oxygène et une charge partielle Δ+ sur l'hydrogène. La liaison oxygène-hydrogène de l'acide éthanoïque est elle aussi polarisée. À la différence de l'acide méthanoïque, l'acide éthanoïque porte un groupement CH3 qui a un effet inductif donneur. Par propagation, cet effet inductif donneur a tendance à enrichir l'hydrogène de la liaison oxygène-hydrogène en électrons. Du coup, la charge Δ2+ ici est amoindrie comparée à la charge Δ1+ de l'acide méthanoïque. On peut donc conclure ici que l'effet inductif donneur du groupement méthyle explique la diminution de la polarisation de la liaison oxygène-hydrogène par rapport à celle prévue par la différence d'électronégativité. Δ2 est donc inférieur à Δ1. Chaque fois qu'on vous demandera d'établir ce genre de comparaison, utilisez un des composés comme référence, c'est ce que nous avons fait dans ces deux exemples. Dans chaque cas, la molécule de gauche a été utilisée comme référence. Ensuite, ne regardez que les éléments qui diffèrent d'un composé à un autre pour établir la comparaison. Dans cette partie concernant les effets électroniques intramoléculaires, nous avons revu les effets inductifs et maintenant nous allons nous intéresser aux effets mésomères. L'effet mésomère ne concerne que les électrons pi et les doublés libres. Ce phénomène est d'origine quantique. On dira qu'un groupe W a un effet mésomère s'il apporte à la molécule une possibilité de délocalisation supplémentaire des électrons. Intéressons-nous à l'effet mésomère donneur noté +M. Il intervient dans deux cas, soit lorsqu'un élément W possède un doublé libre qui peut être délocalisé. Cet effet sera encore plus fort si le groupement W est chargé négativement, soit dans le cas où deux éléments sont liés par une double liaison qui peut être délocalisée. Si Z est électronégatif, alors la délocalisation du doublet pi ne sera pas possible. Les halogènes, les groupements OR, NH2 ou O- ont un effet mésomère donneur. Par exemple, le doublet libre de l'azote lié au benzène peut être délocalisé par effet mésomère. On obtient successivement ces différentes formes et finalement l'hybride de résonance représenté ici fait apparaître une charge Δ+ sur l'azote et trois charges Δ'-
répartis sur 3 carbones du cycle. L'effet mésomère attracteur sera noté -M. Si Z est très électronégatif, alors il va attirer à lui les électrons de la liaison π. Ces électrons seront donc délocalisés par effet mésomère. Les groupements C double liaison O, C double liaison N, C triple liaison N, N double liaison O auront donc un effet mésomère attracteur. Par exemple, le carbonyle de l'acide benzoïque exerce un effet mésomère attracteur qui est à l'origine des différentes formes mésomères de la molécule. L'hybride de résonance représenté ici fait apparaître une charge δ- sur l'oxygène et 3 charges δ' réparties sur 3 carbones du cycle aromatique. Dans l'exemple qui va vous être présenté, on cherche à comparer la polarisation des liaisons oxygène-hydrogène du propane-1-ol et du phénol. La liaison oxygène-hydrogène du propane-1-ol est polarisée du fait de la différence d'électronégativité entre les deux éléments oxygène et hydrogène. L'hydrogène porte donc une charge partielle δ1+, et l'oxygène une charge δ1-. La liaison carbone-oxygène est elle aussi polarisée. Le carbone porte une charge partielle δ2+, et l'oxygène porte finalement une charge δ2- plus δ1-. Si on regarde maintenant la molécule de phénol, la même polarisation existe au niveau de la liaison oxygène-hydrogène. L'hydrogène est chargé δ'1+, et l'oxygène δ'1-. Du fait de la polarisation de la liaison carbone-oxygène, à cette première charge partielle présente sur l'oxygène s'ajoute une deuxième charge partielle δ'2-. Le carbone est lui chargé δ'2+. En outre, le doublet libre de l'oxygène, porté par le cycle aromatique, peut être délocalisé, comme ceci est représenté par cet ensemble des formes mésomères. Les 3 formes sur fond bordeaux font apparaître une charge positive sur l'oxygène et une charge négative sur un carbone du cycle aromatique. Ce sont ces formules mésomères qui font apparaître une charge positive sur l'oxygène qui expliquent une augmentation de la polarisation de la liaison oxygène-hydrogène par rapport à celle prévue par la différence d'électronégativité. En effet, l'oxygène chargé positif est encore plus avide d'électrons et va d'autant plus attirer les électrons des liaisons voisines à lui. Finalement, δ'1 sera supérieur à δ1. Nous avons vu de manière indépendante les effets inductifs et les effets mésomères. Cependant, lorsqu'on voudra comparer la réactivité ou la stabilité de deux composés, il faudra prendre en compte ces deux paramètres de façon simultanée. Dans certains cas, les effets inductifs et mésomères seront contraires. On peut citer par exemple l'azote, l'oxygène et les halogènes qui ont un effet inductif attracteur et mésomère donneur. Il faut savoir que les effets mésomères sont en fait bien plus importants que les effets inductifs. L'effet mésomère sera prépondérant pour ces éléments, qui seront donc plutôt donneurs. Voici un exemple qui met en évidence l'importance des effets électroniques intramoléculaires en termes de réactivité. Le chloroéthène possède une double liaison, zone de la molécule qui est riche en électrons. La liaison HBr est polarisée et l'hydrogène porte une charge δ+. Le doublet π de la double liaison, riche en électrons, va donc pouvoir attaquer l'hydrogène déficient en électrons de la molécule HBr. Cet hydrogène, noté en rouge, va pouvoir se fixer sur le carbone 1 du chloroéthène. Il s'ensuit une apparition de charge positive sur le carbone 2. Le chlore ayant un effet inductif attracteur, il attire à lui les électrons des liaisons voisines et par conséquent, la charge positive est déstabilisée.
L'hydrogène en rouge peut également se fixer sur le carbone 2 du chloroéthylène. Dans ce cas, c'est alors le carbone 1 qui porte une charge positive. Cette fois-ci, le chlore, par ses effets inductifs attracteurs, est encore plus déstabilisant pour cette charge positive, puisqu'il est encore plus proche de la charge. Cependant, le chlore a également un effet mésomère donneur. La molécule du bas existe donc sous deux formes mésomères, la deuxième forme étant celle où la charge positive est portée par le chlore. La charge positive est donc étalée et la molécule stabilisée. Cet intermédiaire réactionnel aboutit au produit majoritaire expérimentalement. Le produit majoritaire se forme donc à partir du carbocation, c'est-à-dire du carbone chargé positivement, le plus stable. Un facteur très important à prendre en compte pour évaluer la réactivité des composés organiques est le solvant. Afin de connaître l'influence qu'il peut avoir sur une réaction, nous allons étudier quelques-unes de ses propriétés. Un des premiers rôles du solvant sera de dissocier un soluté. Une solution étant un mélange homogène de deux ou plusieurs substances, on appelle solvant l'espèce qui est largement prédominante et soluté les composés minoritaires. Le solvant joue deux rôles principaux dans la dissolution d'un soluté. Lorsqu'on souhaite dissoudre une molécule polaire, le solvant va tout d'abord favoriser l'ionisation de cette molécule polaire, notée AB, pour donner une paire d'ions solvatés que l'on note A+, B- entre crochets avec le petit S en indice qui signifie que cette paire d'ions est solvatée. En effet, si le solvant S possède un moment dipolaire permanent μS, il va créer un champ électrique qui accentue la polarisation de la liaison AB jusqu'à sa rupture ionique. Finalement, le caractère ionisant d'un solvant augmente avec son moment dipolaire permanent μS. Dans un deuxième temps, le solvant va être à l'origine de la dissociation ou dispersion de cette paire d'ions. On aboutit alors à deux espèces de charges opposées solvatées, A+ d'une part et B- d'autre part. Puisque la force d'attraction électrostatique qui fait intervenir le facteur 1 sur 4pi epsilon 0 epsilon r dans son expression est inversement proportionnelle à la constante diélectrique epsilon r du solvant, alors plus cette force sera faible et plus il sera aisé de séparer la paire d'ions. Finalement, on en conclut que le caractère dissociant ou dispersant d'un solvant augmente avec sa constante diélectrique epsilon r. En pratique, si epsilon r est inférieur à 15, on parlera de solvant peu dissociant. Par contre, si epsilon r est supérieur à 40, le solvant sera dit très dissociant. Une petite remarque à ce niveau, les ions formés sont entourés par un certain nombre de molécules de solvant. C'est ce phénomène de solvatation qui explique la stabilité d'un système d'ions restant séparés malgré les forces d'attraction électronique. Le solvant joue un rôle au niveau de la dissociation d'un soluté, mais également au niveau de la solvatation. La solvatation est l'association entre le soluté, qui peut être ionique ou sous forme moléculaire, et les molécules de solvant. Il existe différentes forces de liaison qui assurent l'association soluté-solvant. Ce sont les forces intermoléculaires que vous avez vues en chimie générale. Je reviens tout de même très rapidement sur ces notions. On peut citer les interactions électrostatiques, qui sont des interactions de faible énergie, de 1 à 10 kJ par mol, et les liaisons hydrogènes qui sont un peu plus fortes, de 20 à 30 kJ par mol. Parmi les interactions électrostatiques, on peut citer les interactions de type dipôle-dipôle ou ion-dipôle. Dans le premier cas, il s'agit de forces intermoléculaires où les dipôles peuvent être permanents lorsque les molécules sont polaires, ou induits lorsque les molécules sont polarisables. Ces interactions interviennent en fait lors de la solvatation par un solvant polaire de composés moléculaires. C'est le cas le plus couramment en chimie organique. Les interactions de type ion-dipôle
interviennent lors de la solvatation d'espèces ioniques par un solvant polaire. Ceci est dû au fait que les dipôles du solvant s'orientent autour des ions et créent ainsi un champ électrique. Les liaisons hydrogènes jouent un rôle fondamental dans la solvatation. Un solvant capable de solvater une espèce chimique par liaison hydrogène est un solvant protique. Une remarque concerne ici un ion que vous rencontrerez très couramment en chimie organique, l'ion H+. Celui-ci n'existe pas en solution aqueuse, il réagit avec l'eau pour donner l'espèce H3O+, appelée ion oxonium. Cette espèce est en fait solvatée par 3 molécules d'eau par l'intermédiaire de liaisons hydrogènes. Cette nouvelle espèce formée de formule brute H9O4+, est l'ion hydronium. On notera en général ce composé H3O+ aqueux pour signifier que les ions H3O+ sont solvatés en milieu aqueux, ou tout simplement H3O+, si on nommait la précision de solvatation. Finalement, les solvants seront classés suivant les 2 principales caractéristiques que nous avons vues, les solvants apolaires, qui sont ici dans la colonne verte du tableau, et les solvants polaires. Parmi les solvants polaires, on retrouvera les solvants aprotiques qui ne peuvent pas solvater un composé par liaison hydrogène, et les solvants protiques qui sont capables de solvater une espèce chimique par liaison hydrogène. Dans ce tableau, vous trouverez les solvants les plus couramment utilisés en chimie organique. Je vous laisse le lire. Maintenant, on peut se demander quels sont les critères à considérer lorsqu'on veut choisir un solvant pour une réaction donnée. Il faut en fait tenir compte de 2 critères principaux. Tout d'abord, on s'intéresse aux températures de changement d'état, puisque le solvant choisi doit être sous forme liquide à la température où la réaction est effectuée. De plus, pour faciliter le traitement et donc l'élimination du solvant, on souhaite que sa température d'ébullition soit relativement faible pour pouvoir être évaporé facilement. Le deuxième critère à prendre en compte est fondamental. On doit évaluer l'influence du solvant sur le mécanisme de la réaction. En effet, le solvant doit pouvoir favoriser la cinétique de la réaction. Un solvant peut en effet stabiliser de façon plus ou moins importante les espèces intervenant dans l'étape cinétiquement déterminante ou limitante. Soit l'étape cinétiquement déterminante R en équilibre avec l'état de transition. Pour évaluer l'effet du solvant sur la constante de vitesse, il faut comparer l'effet du solvant sur la stabilité des réactifs et de l'état de transition. En fait, un solvant apolaire aprotique défavorisera les processus faisant apparaître des charges, puisque ce type de solvant, plus adapté à la solvatation de composés apolaires, stabilisera plus les réactifs que l'état de transition. A l'inverse, un solvant apolaire aprotique favorisera les processus faisant disparaître des charges. En effet, dans ce cas-là, la stabilisation de l'état de transition sera plus importante que celle des réactifs. Un solvant protique ou aprotique polaire favorisera, lui, les processus faisant apparaître des charges, puisqu'alors la stabilisation de l'état de transition chargé sera plus importante que celle des réactifs apolaires. A l'inverse, il défavorisera les processus faisant disparaître des charges. Nous allons maintenant aborder les notions d'électrophilie et de nucléophilie. Commençons par les électrophiles. Un électrophile, qui signifie littéralement « qui aime les électrons », est un composé comportant un site déficient en électrons. Ces espèces seront donc susceptibles d'accepter une paire d'électrons. On peut citer parmi les électrophiles les ions positifs, tels que ceux représentés ici avec une case quantique vide, les composés neutres qui possèdent une orbitale vacante, ou encore des composés à site déficitaire en électrons, c'est-à-dire des composés dans lesquels la différence d'électronégativité entre 2 éléments fait apparaître une charge partielle positive sur un des éléments de la molécule. On passe maintenant au nucléophile. Un nucléophile est un composé comportant un site riche en électrons. En effet, cette espèce nucléophile,
aiment les noyaux, c'est-à-dire les charges positives. Les nucléophiles seront donc susceptibles de réagir avec des sites déficients en électrons, c'est-à-dire avec des électrophiles. Voici quelques exemples de nucléophiles. Les ions négatifs qui portent des doublés libres, les composés neutres avec au moins un doublet libre ou un doublet pi, c'est-à-dire riche en électrons, et enfin les composés acides riches en électrons grâce à une polarisation des liaisons faisant apparaître des charges partielles négatives, ici sur les atomes de carbone. Notez bien que les termes nucléophile et électrophile sont employés pour qualifier soit une molécule entière, soit un atome ou groupement spécifique au sein de la molécule. La nucléophilie d'un composé dépend en particulier de sa structure. Soit A+, un électrophile possédant une orbitale vacante, et B-, un nucléophile possédant un doublet libre. Le doublet libre va pouvoir attaquer l'orbitale vacante pour former la molécule polaire AB. Remarquez que la flèche rouge part de la partie riche en électrons pour aller vers la partie déficiente en électrons. Toutes les flèches mécanistiques seront écrites de cette façon-ci. L'équation bilan présentée ici correspond à la réaction d'un électrophile avec un nucléophile, mais correspond également à la réaction d'un acide de Lewis avec une base de Lewis. La comparaison du caractère basique de deux espèces s'appuie sur des données thermodynamiques. Ici, le classement de la nucléophilie s'appuie sur des données cinétiques, c'est-à-dire liées à la comparaison des constantes de vitesse. Au niveau des relations structure-nucléophilie, la nucléophilie augmente avec la charge, négative puisque les nucléophiles sont des composés riches en électrons. Ainsi, HO- est plus nucléophile que H2O. N'oubliez pas l'existence de doublets libres sur l'oxygène, même s'ils ne sont pas représentés ici. La nucléophilie augmente quand l'électronégativité de l'atome porteur du doublet diminue. Cette comparaison se fait très couramment au sein d'une même période du tableau périodique. NH3 est ainsi plus nucléophile que H2O. En effet, l'oxygène étant plus électronégatif que l'azote, il a tendance à mieux retenir ses doublets libres. La nucléophilie augmente avec la polarisabilité d'un élément. Cette comparaison est largement utilisée pour les éléments d'un même groupe. Ainsi, SH2 est plus nucléophile que H2O. En effet, le soufre étant plus gros que l'oxygène, et ces deux éléments possédant le même nombre d'électrons sur leur couche de valence, les électrons du soufre sont globalement plus loin du noyau, donc ressentent moins la charge positive du noyau, ils sont donc plus polarisables. De même, I- est plus nucléophile que Cl-. On peut également regarder l'influence de la chaîne carbonée sur la nucléophilie. Si on compare le méthanolate au tertiobutanolate, qui possède 3 groupements méthyl ayant des effets inductifs donneurs, le méthanolate est moins basique que le tertiobutanolate, qui est moins stable, donc plus basique. Par contre, le tertiobutanolate est moins nucléophile que le méthanolate, car il est plus encombré et donc moins mobile. Finalement, la nucléophilie diminue lorsque la chaîne carbonée s'allonge. Enfin, pour revenir sur l'influence du solvant, la nucléophilie est généralement atténuée par la solvatation. Imaginez un nucléophile de type anion, celui-ci va être solvaté par liaison hydrogène en présence d'un solvant protique. Il sera donc moins actif en tant que nucléophile. La nucléophilie d'un composé dépend en particulier de sa structure. Soit A+, un électrophile possédant une orbitale vacante, et B-, un nucléophile possédant. Avant de passer au chapitre suivant, nous allons voir les grandes classes de réactions organiques, mais également les différentes possibilités de rupture et de formation de liaison. De nombreuses réactions impliquent une étape initiale de rupture de liaison pour former un premier intermédiaire réactionnel qui, je vous rappelle, est une espèce hautement réactive, parfois isolable et qui a une courte durée de vie. La rupture de la liaison carbone-atome, comme c'est le cas ici, peut avoir lieu de manière homolytique, c'est-à-dire que chaque atome impliqué dans la liaison récupère un électron de la liaison.
Ainsi, la rupture de la liaison AC entraîne la formation de deux espèces radicalaires A' et un carbone radicalaire C'. On parle alors de réaction radicalaire. Remarquez ici que les flèches rouges correspondent au déplacement d'un électron chacune. Dans le cas des réactions radicalaires, les flèches mécanistiques sont donc représentées sous forme de demi-flèches. La réaction encadrée aurait également pu être écrite de la façon suivante. Le composé AC subit une rupture homolytique pour former le carbone radicalaire. Si l'espèce A' ne nous intéresse pas pour la suite, elle peut être notée sur la flèche en la faisant précéder d'un signe moins pour signifier qu'on perd cette partie de la molécule. La rupture d'une liaison peut se faire de manière hétérolytique. Si A est l'élément le plus électronégatif de la liaison, il va récupérer le doublet de liaison. On forme alors les espèces ioniques A- et le carbocation C+. Si l'élément le plus électronégatif impliqué dans la liaison est le carbone, alors on formera les espèces A+, et le carbanion C-. Ces réactions faisant intervenir une rupture hétérolytique des liaisons sont des réactions ioniques, où les flèches mécanistiques sont cette fois-ci représentées de la manière suivante. Comme dans le cas des réactions radicalaires, les réactions peuvent également être écrites de la façon suivante, c'est-à-dire où les espèces A- ou A+, qui sont perdues au cours de la réaction, sont notées sur la flèche en les faisant précéder d'un signe moins. Cette écriture est utilisée lorsque par la suite nous nous intéresserons à la réactivité des espèces carbonées C+ ou C-. Les réactions chimiques peuvent être classées suivant leur équation bilan. Dans le cas où l'équation bilan de la réaction est du type A plus B donne C, on parle d'addition. En exemple, vous est présenté l'addition de l'iode sur un alcène pour donner le composé portant 2 iodes. Les réactions d'élimination sont du type A donne C plus B. Ici, vous avez l'exemple de la déshydratation d'un alcool. Si A plus B donne C plus D, on parle alors de substitution. Dans l'exemple de l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle, l'atome de chlore présent sur le substrat de départ a été substitué, c'est-à-dire remplacé par un groupement OH dans le produit final. Les réactions de réarrangement ou de transposition ont une équation bilan du type A donne B. Ici, vous est présenté l'équilibre cétoénolique de l'acétone avec l'énol correspondant. Les réactions de condensation A plus B donne C plus D ont une équation bilan identique aux réactions de substitution. Cependant, les mécanismes réactionnels mis en jeu sont très différents. Les réactions de condensation correspondent en fait à une combinaison de réactions de type addition suivie d'une élimination. À ce stade du cours, on dira que les réactions de substitution ont lieu sur un carbone hybridé sp3, alors que les réactions de condensation ont lieu sur un carbone hybridé sp2. Les réactions de cyclisation sont du type A donne B, avec ici l'exemple de cyclisation d'un exose. Le groupement OH, noté en rose, s'additionne sur le carbonyle de la fonction aldéhyde. Cette addition intramoléculaire résulte en la formation d'un cycle. Enfin, parmi les différentes classes de réactions, les réactions d'oxydation et de réduction vous ont été détaillées dans le cours de chimie générale. Quelques remarques sur l'écriture des équations bilan. Ces deux premières équations bilan correspondent à la même réaction, ce qui signifie qu'un réactif peut être noté avant la flèche, c'est-à-dire du côté du substrat, ou au-dessus de la flèche. De même, cet exemple vous montre que la partie éliminée d'une molécule peut être notée du côté des produits ou sur la flèche de l'équation bilan, mais attention dans ce cas, il faut bien préciser la perte de la molécule ou de l'ion par un signe moins devant l'espèce. Si on considère maintenant un catalyseur, celui-ci est consommé puis régénéré au cours d'une réaction.
ici une réaction d'estérification. Il n'intervient donc pas dans l'équation bilan, il doit apparaître au-dessus de la flèche. Finalement, un catalyseur est forcément noté au-dessus de la flèche dans l'équation bilan, mais tout composé écrit au-dessus de la flèche n'est pas forcément un catalyseur. Quelques remarques sur l'écriture des équations bilan. Ces deux premières équations bilan correspondent à la même réaction, ce qui signifie qu'un réactif peut être noté avant la flèche, c'est-à-dire du côté du substrat, ou au-dessus de la flèche.